Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. L'état-major des armées informe les populations du district d'Abidjan qu'il réalisera un exercice militaire dans l'enceinte de l'Institut national de la jeunesse et des sports à Marcory ce vendredi 22 septembre à partir de 8h. L'exercice engagera des soldats des forces spéciales ivoiriennes et françaises et sera exécuté en présence de la hiérarchie militaire des forces armées de Côte d'Ivoire et du commandant des opérations spéciales de l'armée française. Cette manœuvre, qui a pour objectif d'apprécier l'interopérabilité des deux forces ainsi que leur capacité à travailler ensemble dans la gestion d'un incident sécuritaire de grande envergure, participe du planning d'entraînement et de préparation des forces ivoiriennes. Au cours de son déroulement, des coups de feu et des explosions seront entendus. L'état-major général des armées invite les populations au calme et les rassure que toutes les dispositions ont été prises pour ne pas perturber la circulation et les activités économiques. Signé des mains du général de division Touré Sekou, chef d'état-major général des armées. L'opération de sécurisation baptisée Épervier 3, elle a été lancée hier matin dans la commune de Yopougon. L'objectif principal de cette opération est d'accompagner la rentrée des classes, l'année universitaire et scolaire, donc pour traiter les questions de criminalité qui y sont liées. 1500 hommes sont mobilisés pour cette opération. Ils sont issus de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des FACI, les forces armées de Côte d'Ivoire. Herman Guivet. À la place, Fig Gaillot de Yopougon ce jeudi matin, un rassemblement inhabituel des forces de sécurité et de défense, des véhicules de type 4x4, estampillés des différents sigles, des forces de police nationale, de gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire sont stationnés. Un rassemblement pour marquer l'ouverture de l'opération Épervier 3, suite logique de l'opération Épervier 2 qui avait consisté en la sécurisation des vacances scolaires. L'opération Épervier 3 vise pour objectif principal d'accompagner la rentrée des classes, l'année universitaire et scolaire, mais surtout traiter les questions de criminalité qui leur sont liées. Les précisions du directeur général de la police nationale. Saisir les drogues, les produits pharmaceutiques non enregistrés, les armes à feu ou armes blanches, boucler et ratisser les zones susceptibles d'abriter d'éventuels malfaiteurs et caches d'armes, rechercher les caches de munitions et d'armes, interpeller les vendeurs et consommateurs de drogue, effectuer le contrôle d'engins motorisés à 2 roues utilisés ces derniers temps comme moyen de commission d'infraction, lutter contre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et faire d'intenses patrouilles, procéder au démantèlement des gares anarchiques et lutter contre l'incivisme de la population. Aujourd'hui, des artistes bien connus à la place des plaques numérologiques mettent leur nom, c'est inadmissible. Épervier 3 aura pour mission également de lutter contre les débauches sexuelles, prévenir les attaques de terroristes. Il faut inviter la population à avoir confiance à sa police, à donner le renseignement à la police pour que nous soyons encore efficaces et efficients. Épervier 3 vient consolider les actions de sécurisation précédemment entreprises. Nous embarquons à bord d'un véhicule tout-terrain pour une parade des forces de sécurité et de défense à travers le district de police de Yopougon. Gyrophares et cortège impressionnant de forces de défense et de sécurité ne manquent pas d'attirer les regards des populations. L'objectif de cette parade est atteint. Attirer l'attention, mais surtout donner le top départ de la traque acharnée contre les questions ciblées, les questions de criminalité identifiées. Beaucoup plus loin d'ici, aux États-Unis, l'Université Columbia de New York tient en marge de la 72e Assemblée générale des Nations unies son forum des leaders mondiaux. Le président de la République, Alassane Ouattara, était l'invité de ce mercredi 20 septembre à Ouattouré. Au programme de ce forum des leaders mondiaux, une conférence du président de la République Alassane Ouattara sur le thème « Les défis pour le succès d'une transition démographique et le développement du potentiel de l'Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire ». Le modérateur
Mamadou Diouf, enseignant, chef de département de l'Institut africain de Columbia, a d'entrée retracé la brillante carrière professionnelle du président Alassane Ouattara de la BCEAO au Fonds monétaire international, où il a occupé le poste de directeur adjoint. Avant de donner un bref aperçu de son parcours politique qui l'a conduit à la tête de la Côte d'Ivoire en 2010. Mamadou Diouf a par ailleurs indiqué que le président Ouattara est considéré comme le père de la nouvelle Côte d'Ivoire émergente qui, sous son leadership, est devenue la troisième économie à la croissance la plus rapide. C'est cette riche expérience que le président de la République est venu partager avec les étudiants de l'Université Columbia de New York. Du programme présidentiel d'urgence PPU conçu au Gulf Hotel pour les investissements d'urgence au plan national de développement, le chef de l'État a exposé sa vision et son ambition pour son pays, la Côte d'Ivoire, qu'il entend mener à l'émergence. Ses priorités, la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la relance économique. Les résultats, après la réalisation de grands projets de développement et l'amélioration du climat des affaires, la Côte d'Ivoire enregistre un taux de croissance moyen de 9% sur les 5 dernières années. Et l'État s'attelle à redistribuer efficacement les fruits de cette croissance, notamment aux plus démunis. Au total, une belle rencontre marquée par des échanges entre le président Alassane Ouattara et les étudiants de Columbia. Columbia est une université privée de New York fondée en 1754. Elle fait partie du groupe des universités les plus anciennes et les plus célèbres des États-Unis. Columbia compte 31 317 étudiants pour 3 876 enseignants permanents. Ces étudiants viennent de tous les États-Unis, mais également du monde entier. Et de retour ici en Côte d'Ivoire, les réunions de la 96e session du Conseil international du cacao, ICCO, débutées ce lundi à Abidjan, se poursuivent. Ce jeudi, les délégations accréditées des 44 pays membres de l'ICCO et la Commission de l'Union économique réfléchissent pour la remontée des cours du cacao. Reportage signé Jean-Jacques Kwame-Ala. Pour relever les cours du cacao en chute de 40% depuis le début de l'année 2017, les pays producteurs ont relevé 5 points au cours de ce panel de haut niveau, panel qui a réuni pays producteurs du cacao, Union européenne, les représentants des industries du cacao et du chocolat et la société civile. Il s'agit de la révision de l'accord international du cacao, la non-maîtrise du mécanisme de fixation des prix, le manque d'informations statistiques fiables autour de l'économie cacaoyère, renforcer la qualité de la production du cacao et enfin accroître la consommation des produits du cacao. Tout le monde reconnaît que seuls les Occidentaux et les Américains consomment le cacao. Or, nous en produisons en abondance. Il suffit que chacun de nous en Côte d'Ivoire et dans les pays producteurs en consomme ne serait-ce que 1 kilo l'année que nous aurions pu absorber. Il y a également les marchés émergents qui existent comme la Chine-laine qui ne sont pas exploités. Donc nous avons décidé de développer ensemble des politiques innovantes de consommation du cacao. Le représentant de l'Union économique a salué les recommandations des pays producteurs. Il a annoncé l'appui de son organisation dans cette crise de la baisse des cours du cacao. La problématique des cours du cacao préoccupe l'Organisation mondiale du cacao. Elle propose de coordonner les politiques agricoles des pays producteurs. La Côte d'Ivoire doit pouvoir parler au Ghana, au Nigeria, au Cameroun. Les 4 grands qui doivent pouvoir se dire nous représentons 75% de l'offre mondiale actuellement. Pour les 5 prochaines années, notre offre va se limiter à une augmentation de 2-3% parce qu'ils sont liés à la demande. Donc la nécessité de coordonner les politiques de production est ce que nous demandons le plus. Des propositions qui vont permettre de relever les cours du cacao pour le bonheur des pays producteurs et des milliers de petits planteurs.
2 mois après sa nomination, le ministre de la fonction publique a décidé d'aller au contact de ses collaborateurs. Hier matin, il a échangé avec eux à l'École nationale d'administration ici à Cocody. Performance, qualité et rigueur constituent entre autres la vision du ministre de la fonction publique. Le reportage est signé Frédéric Oulaye et Grace Kando. Une administration de qualité au service des populations. C'est le message que le ministre de la fonction publique est venu partager avec les différents responsables du service de la fonction publique à l'École nationale de l'administration ENA. Je veux une fonction publique moderne, efficace, qui traite les dossiers avec célérité, parce que c'est parfois des vies humaines qui en dépendent. C'est l'évolution de carrière qui en sont conditionnés. Une administration moderne et efficace, une vision partagée par les travailleurs. Nous avons déjà, au niveau du Conseil de discipline, inscrit cette vision. Parce que notre mission, c'est d'abord de moraliser les fonctionnaires indélicats. Nous sommes les démembrements, lui nous a instruits. Donc nous nous inscrivons dans sa vision pour que, j'allais dire, toutes les lourdeurs, pour que tout ce qu'on reproche à la fonction publique, que tout cela tombe. Au sujet des concours de la fonction publique, le ministre Issa Coulibaly a invité les candidats à se détourner de la fraude. Que mes collaborateurs et moi, nous puissions travailler à la crédibilité de nos concours, que ce soit ceux de l'ENA ou ceux de la fonction publique. Que les candidats qui postulent à ces concours pour accéder à la fonction publique sachent que s'ils travaillent bien, ils vont réussir. Qu'ils comprennent qu'on n'a pas besoin d'avoir des tuyaux ailleurs et que le seul tuyau, c'est celui du travail, de la préparation consciencieuse. Le général Issa Coulibaly a aussi annoncé des réformes pour une fonction publique plus performante. Le directeur général de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, était face à la presse nationale et internationale jeudi 21 septembre dernier au siège de l'institution. Bilé Diemeleou a expliqué les détails pratiques du mode opératoire, les documents administratifs requis, les exigences et les innovations de la seconde phase d'identification des abonnés des services de télécommunications, TIC donc, ouvert au public et des usagers des cybercafés. Cheikh Koné. Des innovations majeures sont annoncées pour la seconde phase d'identification des abonnés des services de télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, ouverts au public et des usagers des cybercafés. Au cours d'une conférence de presse, Bilé Diemeleou, directeur général de la RTCI, en a donné quelques-unes. Premièrement, la limitation des pièces autorisées pour l'identification à des pièces biométriques. Ensuite, les mécanismes d'authentification des pièces utilisées pour l'identification. Ensuite, le système de vérification de l'identification qui doit permettre à chaque abonné de vérifier les informations relatives à son identification. L'ensemble de ces mesures, selon lui, concourent à protéger l'abonné en cas d'infraction, d'où la nécessité d'exiger des documents fiables. Pour les nationaux, la carte nationale d'identité, le permis de conduire national biométrique, le passeport biométrique, toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification. Pour les non-nationaux, le passeport biométrique, la carte nationale d'identité biométrique établie par un État membre de la CEDEAO, toute pièce d'identité biométrique établie par l'Office national d'identification. Pour toutes les personnes qui ne disposeraient pas des pièces requises, des dispositions sont prévues. L'opérateur peut collecter en plus mes empreintes digitales et me faire délivrer sur place, en collaboration avec l'Office national d'identification, un titre biométrique provisoire à utiliser dans le cadre exclusif de l'identification. Prévue pour une durée de 6 mois, cette nouvelle opération lancée depuis le 12 septembre 2017 apparaît comme une phase complémentaire à la phase 1 pour une actualisation des différentes bases d'information.
La ville de Nevşehir en Turquie accueille depuis hier jeudi le Forum régional des villes intermédiaires pour le compte du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Une rencontre axée sur le développement durable en vue de préparer le sommet mondial. Cette rencontre voit la participation d'une importante délégation ivoirienne et de notre reporter Mamadou Kouassi, notre envoyé spécial donc sur place. Après Odiéné, début mai 2017, c'est la ville de Nevşehir, en Turquie, qui accueille le Forum régional des villes intermédiaires, cette fois pour le compte des pays du Moyen-Orient et de l'Asie de l'Ouest. Une centaine d'élus locaux venus partager leur expérience en matière de développement local. À côté de ces différentes délégations, la Côte d'Ivoire, venue aussi s'inspirer des modèles de développement communautaire en Turquie et aussi dans la sous-région. La délégation ivoirienne est conduite par le maire de la ville d'Odiéné, Nassine Batouré. Par ailleurs, vice-présidente de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Yves Kossi. Et nous avons aussi vu l'urgence de trouver des solutions pour les villes intermédiaires à travers le monde, vu la démographie grandissante dans les métropoles. Quelles sont les méthodes qu'ils ont appliquées pour pouvoir avoir une décentralisation aussi avancée? Nous sommes venus négocier des accords cadres de coopération dans des domaines clés pour la majorité des villes. Aujourd'hui, nous sommes ici à Nevşehir. C'est pour les maires présents. Mais à Istanbul, nous allons avoir une réunion avec l'association des villes et communes de la Turquie pour voir dans quel cadre nous pouvons travailler dans des domaines clés et concrets pour que nous puissions être des communes qui allons appuyer nos États à appliquer les objectifs du développement durable. Ville intermédiaire, acteur clé de développement durable est le thème de ce forum régional. Les autorités turques et les responsables sous-régionaux d'élus locaux ont réaffirmé leur engagement à faire plus pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le maire de la ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, président de l'Union internationale des villes, salue l'engagement de ses pairs qui ont mis au cœur de leurs actions le bien-être de la population à travers la mise à disposition d'infrastructures adéquates. Il faut rappeler qu'une ville intermédiaire est une ville dont la population est comprise entre 50 000 et 500 000 habitants. Mamadou Kouassi, depuis la Turquie. L'actualité internationale en bref. La guerre des mots entre la Corée du Nord et les États-Unis continue. Dans un communiqué très inhabituel rédigé à la première personne, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a répondu directement à son homologue américain Donald Trump qui cette semaine à la tribune de l'ONU avait menacé le Nord de destruction totale. La réponse nord-coréenne laisse présager de futurs coups d'éclat de la part de Pyongyang. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.